Bonjour à toutes et tous et ravi d'être ici avec Benjamin. Bonjour Thomas. Voilà, on va se présenter juste après. Donc pour vous parler un petit peu de documentation, d'information, de qualité de cette information et bien sûr d'intelligence artificielle. On a bien noté qu'on est sur l'Agora dédiée à l'intelligence artificielle. On va le faire avec nos deux profils. Alors, puisque Benjamin, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Je suis Benjamin Kahn, je suis le directeur général de la maison d'édition JLE qui regroupe plein de marques d'édition, Johnny Eurotext, Arnet, Douin, Pradel, Lavoisier, Tech & Doc, Médecine Sciences Publications. Nous publions 30 revues scientifiques et académiques médicales qui touchent essentiellement des spécialités. Ce sont des verticales, hématologie, gastro-entérologie, dermatologie, etc., etc. Et nous publions aussi entre 30 et 40 livres par an à destination des professionnels de santé. Tant nos revues que les livres que nous publions sont essentiellement destinés à la lecture des professionnels de santé. Je suis par ailleurs le président du syndicat de la presse médicale qui regroupe 39 éditeurs, 200 publications papier, à peu près 200 publications numériques, plusieurs millions de vues sur Internet. Et ce syndicat appartient à la Fédération nationale de la presse spécialisée. Et quant à moi, donc je suis Thomas Parisot, je suis le directeur général adjoint de Kern Info, qui est une plateforme, donc qui n'est pas un éditeur, mais qui évolue dans le même domaine de l'édition académique, l'édition de savoir, en santé, mais aussi en droit, en sciences humaines et sociales, donc assez largement tous les domaines de la connaissance, et qui est une plateforme qui travaille avec plus de 2000 universités dans 80 pays, qui donne un point d'observation intéressant. Il se trouve que je suis moi aussi président d'une association qu'on connaît bien et qui est en dialogue aussi avec le SPEPS, le syndicat de la presse médicale qu'évoquait Benjamin, qui est le GF2I, le groupement français des industries de l'information, qui rassemble des acteurs technologiques, des producteurs de données, des réutilisateurs, des administrations publiques et des acteurs privés de différentes tailles, tout ça autour des enjeux informationnels et des enjeux de connaissances et de circulation de connaissances. Vous vous doutez qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc là, je vais peut-être tenir le rôle un peu plus technologique, là où Benjamin va tenir les clés du temple éditorial, finalement. C'est un peu ça. Et autour d'un certain nombre de questions qu'on voulait un peu aborder avec vous. Donc, je vais passer très rapidement sur ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que je crois que ce n'est plus un secret pour personne. En revanche, ce qui est très important à entendre aujourd'hui, c'est que dans le monde éditorial scientifique, là où les contenus doivent être certifiés, l'intelligence artificielle peut remplir le rôle d'un outil dans le cadre du processus éditorial, mais ne peut en aucun cas, selon nous, devenir l'auteur des publications à destination des professionnels de santé. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'est pas capable de raisonner. Le mot intelligence dans intelligence artificielle est un mot qui est mal traduit de l'anglais, c'est de la donnée. Et ces données-là, l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait avoir comme conséquence, si elle devait être à l'origine des publications scientifiques et académiques, des hallucinations, des contre-vérités, et dans un domaine aussi important que la santé, une erreur de diagnostic, un défaut dans le contexte donné dans le prompt du professionnel de santé ou du chercheur peut aboutir à une hallucination, peut aboutir à une contre-vérité, et les enjeux sont particulièrement importants parce que en santé, une hallucination, c'est potentiellement la mort du patient. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que l'intelligence artificielle est quelque chose dont l'édition médicale ne veut pas. Je défends juste le rôle des auteurs, le rôle des scientifiques dans la transmission de l'information. Ensuite, l'intelligence artificielle peut être un outil d'aide, et j'en parlerai plus tard, mais ne peut pas être à l'origine de l'information et ne peut pas non plus être celui qui valide l'information qui est ensuite publiée, puisque dans le processus éditorial, il y a le travail très important évidemment des auteurs,
mais il y a aussi le travail des relecteurs, et cette relecture doit être faite avec un contexte, avec une connaissance du domaine, et celle-là aussi, mais on en reparlera tout à l'heure, ne peut pas être confiée à l'intelligence artificielle. Et dans ce nouveau paradigme que représente l'intelligence artificielle dans l'édition, eh bien les éditeurs se doivent d'être les garants de la certification des contenus. Nous sommes l'interface qui permet de garantir à celui qui accède à l'information que l'information qu'il accède à travers nous est une information de qualité et rédigée par des humains. Et pourtant, parce qu'on va essayer d'établir une petite dialectique pour ne pas donner qu'un pendant de cette histoire qui est en train de s'écrire et qui est très ambivalente, je pense qu'on le sent toutes et tous. Et pourtant, il y a beaucoup d'écriture et d'outils d'écriture et de plus en plus qui intègrent l'intelligence artificielle très en amont du processus, avec des outils qui vont compléter nos propos, aller chercher des bibliographies, le faire ex ante, ex post, avant cette écriture ou après, et être des outils qui vont devenir assez rapidement indispensables, qu'ils soient généralistes ou comme ici un peu plus spécialisés sur l'écriture académique en tant que telle, comme Writeful, Peple, Quiver, qui sont des outils nouveaux et qui, soit dit en passant, sont de plus en plus directement intégrés dans les suites éditoriales des grands éditeurs internationaux, avec d'une certaine façon une sorte d'assistance à l'écriture, mais qui est très perverse d'une certaine façon aussi, puisque le dialogue qu'on a avec la machine dès la rédaction et la construction de son propos est très d'une certaine façon imbriqué avec la production de cet article. Voir aujourd'hui, dans des suites comme celle-là, qui est un exemple parmi d'autres, mais c'était pour vous donner un petit état de l'art et participer à cette discussion, c'est celui de Nature, en l'occurrence, qui critique, qui avance, qui vous challenge, on pourrait dire, sur la méthodologie, sur la hiérarchie un peu de votre information dans l'article, voire qui peut revenir vers vous avec des compléments issus de la revue de littérature. Donc on le sait, c'est des outils avec lesquels il va falloir composer, compte tenu malgré tout de tout ce que vient de dire Benjamin, auquel j'adhère absolument aussi. On est bien d'accord. Alors une fois que moi j'ai posé comme principe que l'intelligence artificielle ne doit avoir que le rôle d'un outil, je ne peux que constater que les outils que propose l'intelligence artificielle sont incroyablement efficaces parce qu'ils permettent de réduire les frictions entre l'auteur et son idée d'article ou sa présentation de sa recherche et le texte qui sera finalement publié. Donc chez JLE, nous servons de l'intelligence artificielle, mais nous le faisons avec mesure. L'intelligence artificielle est un outil qui est mis à disposition, qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Je vais prendre comme exemple les références bibliographiques. Une des tâches les plus fastidieuses aujourd'hui d'un secrétaire de rédaction, c'est de mettre en forme les références bibliographiques pour qu'elles répondent à un certain nombre de normes. C'est illisible pour le commun des mortels. Heureusement maintenant, sur Internet, lorsque vous consultez un article, vous pouvez cliquer directement sur ces références, mais ce travail-là est un travail sans réelle valeur ajoutée humaine. Et là, l'intelligence artificielle, parce qu'on lui donne le bon prompt avec les normes qu'elle doit respecter, est capable de faire ce travail-là. En revanche, ce que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire, c'est de juger de la pertinence d'une publication, parce qu'elle n'est pas capable de faire la différence entre une étude qui a été accueillie par la totalité du public scientifique comme étant une étude de qualité et une étude qui a été publiée dans une revue de moins bonne qualité avec des résultats qui pourraient être discutables. Et ça, pour l'intelligence artificielle, ce sont deux sources identiques et elle n'est pas capable de vous dire celle-là est meilleure qu'une autre. Et le danger, ce serait que à la fois les auteurs confient leur rédaction à l'intelligence artificielle sans suffisamment d'esprit critique, mais que dans le process éditorial, derrière, les peer reviewers, ceux qui jugent de la qualité d'un article, qui décident si il est d'un niveau suffisant pour être publié dans une revue académique ou scientifique de formation de qualité, eh bien, confient également leur travail à l'intelligence artificielle. Évidemment qu'un texte sera passé dans un moteur d'IA, dans un LLM, parce que ça va simplifier le travail du relecteur. Mais j'ai envie de vous dire,
depuis 30 ans, on se sert tous d'une forme d'intelligence artificielle. Lorsque vous mettez un texte dans Word et que vous demandez la correction orthographique, on est déjà sur un travail qui est réalisé par la machine pour simplifier votre travail de rédacteur ou de relecteur. Et bien là, il s'agit d'utiliser l'intelligence artificielle dans tout ce qu'elle apporte de nouveau de la même façon. Et les rédacteurs en chef ne peuvent en aucun cas confier leur travail à l'intelligence artificielle parce qu'ils garantissent la ligne éditoriale de la revue et la cohérence scientifique du contenu. Donc l'intelligence artificielle, évidemment qu'il faut s'en servir, mais avec parcimonie. De la même façon que... Enfin, comprenez bien qu'en tant qu'éditeur, je ne suis pas du tout venu vous dire qu'il faut faire de la résistance, que nous devons être anti-révolutionnaires, parce que l'intelligence artificielle est une révolution. Il y a eu 3 grosses révolutions dans le domaine de l'édition. Il y a eu l'impression, formidable. On a pu diffuser l'information facilement sans demander à des moines de réécrire à la main les contenus des ouvrages. Il y a eu l'Internet, parce que tout d'un coup, les œuvres ont pu voyager sans support physique, et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Mais comme toute évolution, elle doit être prise avec... Et c'est pas un jeu de mots, mais elle doit être prise avec intelligence. L'intelligence de toute cette chaîne éditoriale, mais également celle des lecteurs. Et tout en étant absolument d'accord encore avec l'ensemble de ces principes, aujourd'hui, il y a une accélération des outils qui aujourd'hui intègrent le processus d'évaluation des articles au cœur des revues et donc au cœur de ce processus de certification qu'opère de fait l'édition et les corpus, avec des niveaux qui peuvent aller jusqu'à la compromission. Donc il y a un moment de risque, parce que l'outil qui est ici, par exemple, qui est développé en Inde, qui s'appelle Preflight, et effectivement présenté à Francfort, peut aller de bout en bout dans le processus. Il faut peut-être rappeler qu'il y a aussi cette crise en ce moment dans le monde de l'édition, qui est la crise des reviewers, c'est-à-dire que le processus qu'on évoque ici est un processus qui est largement mis à mal par l'internationalisation de la production scientifique, en santé, en médecine, comme dans beaucoup de domaines, avec l'arrivée de la Chine, l'arrivée des pays émergents scientifiquement, l'Inde, le Brésil, et avec une saturation des processus historiques de review et des reviewers. C'est une tâche qui, comme décrivait Benjamin pour les tâches de mise en forme des biographies, est assez dure, est assez ingrate, peu reconnue d'un point de vue institutionnel, source de conflit, sans valeur ajoutée, si ce n'est pour celle de la communauté, de participer collectivement à cette certification de l'information. Aujourd'hui, les robots arrivent pour jouer un rôle peut-être assez profond dans cette évaluation, de pouvoir analyser en temps réel un certain nombre d'éléments, en laissant bien sûr le choix final à l'humain, mais qui risque de dire ok, comme on dit ok aujourd'hui à toute une série de choses, sans les avoir lues, sans les avoir acceptées, ni même comprises. On peut ajouter à ça un processus aujourd'hui qui est déjà inhérent à l'édition scientifique, qui est, je parlais de la mondialisation un peu de cette production, aujourd'hui l'auto-traduction, comme on dit maintenant, qui est un peu un paradoxe, parce que si on pouvait tous se traduire dans toutes les langues, ça se saurait, ou en tout cas se contrôler, est très largement intégré par les éditeurs internationaux, mondialisés, dans l'idée que je puisse, moi, soumettre un article en indonésien, parce que c'est la langue que je maîtrise bien, à un auteur international, un éditeur international, comme ici, Springer Nature, et qui va me proposer bien sûr une version en anglais à partir de cette version, que je vais pouvoir éventuellement réviser, mais qui va être diffusée en anglais. Il y a déjà, avant même le processus de relecture, une forme de transformation, qui n'est plus exactement l'article que j'ai écrit, mais qui est un article qui est directement soumis et mis dans le processus en anglais, alors que j'ai pu l'écrire en français, en anglais, en italien, en allemand, ce que je veux. Ce qui est très inclusif d'une certaine façon pour la diversité des points de vue et les travaux de recherche, ne plus juger la science sur la maîtrise d'un langage, ce qui est un peu finalement aberrant, mais par contre effectivement avec des risques de compromission qui fait que l'IA est déjà très profond dans la chaîne, puisque même si l'auteur n'a pas pratiqué lui-même l'IA ou la traduction automatique, elle est intégrée au processus de soumission. Oui, mais le sujet de la traduction est un sujet qu'on connaît bien, parce qu'on rêve tous d'avoir un site internet, en tout cas à nous, je ne l'ai pas précisé, mais JLE, malgré ses 30 revues et ses 30 ou 40 livres publiés par an, est une toute petite entreprise. Nous sommes 30 collaborateurs, nous avons une vision et la mission que nous nous sommes auto-confiés finalement, de transmettre le savoir et la connaissance en médecine à destination des professionnels de santé, et donc de participer à l'œuvre médicale est quelque chose dans lequel on croit, mais on y croit avec
les moyens qui sont les nôtres, celle d'une toute petite entreprise. Nous ne sommes pas les concurrents ni d'Elsevier ni de Springer. Et pourtant, nous sommes peut-être le dernier éditeur académique, scientifique, francophone, français, indépendant. Tout ça pour vous dire quoi, que la traduction, c'est un rêve, et peut-être que Springer et Elsevier vont y arriver. Mais je tire quand même la sonnette d'alarme. La traduction automatique, on nous la présente aujourd'hui avec l'intelligence artificielle comme quelque chose de formidable, mais ça fait 10 ans que si vous avez Google Chrome sur votre ordinateur, vous allez sur un site internet, vous demandez à ce qu'il soit traduit dans votre langue, et vous avez un contenu qui est traduit plutôt correctement. Mais sur des verticales, et en particulier sur des verticales de santé, qui ont leur propre vocabulaire, et dans lesquelles un contresens peut être source de risque médical. Cette traduction automatique, moi, elle m'apparaît comme étant dangereuse. L'humain doit rester au centre de la transmission de l'information, parce qu'il en est l'auteur, parce qu'il doit en rester l'auteur, mais également, il est important de défendre ce que nos amis de Medline appellent le régionalisme. La santé telle qu'elle est exercée en France n'est évidemment pas la santé telle qu'elle est exercée en Chine, en Inde, voire même dans des pays qui peuvent nous paraître plus proches comme les États-Unis et pourquoi pas l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc, le fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui devienne un outil largement utilisé par des professionnels, et en particulier des professionnels de santé, c'est finalement le risque, parce que ces moteurs de recherche appartiennent à des entreprises américaines, qu'évidemment les Américains, pas plus pas moins que les Français, mais le font, ils sont chauvins, hein, soyons honnêtes, enfin soyons lucides plutôt, eh bien le risque, c'est que l'information qui soit poussée auprès des professionnels de santé en France et en français soit une information issue de données strictement internationales, voire strictement américaines, et qu'elle ne réponde pas aux besoins et à la façon dont nos professionnels de santé travaillent. C'est un problème qui existe déjà en partie à cause de l'incitation à la publication dans les revues indexées et à haut impact factor par le système SIGAPS que les professionnels de santé connaissent bien, et qui, pour des raisons financières, incite les institutions qui font de la recherche incitent leurs auteurs à publier dans des revues étant indexées dans Medline et ayant un haut impact factor. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces chercheurs publient dans des revues américaines parce que ce sont celles qui sont indexées qui ont des hauts impact factor, et donc la recherche française est exportée vers les États-Unis pour des raisons financières qui n'ont rien à voir avec la qualité intrinsèque des revues, ou plutôt par la vision qu'a le ministère de la Recherche des revues francophones. Mais ce faisant, les corpus qui servent à l'intelligence artificielle, les données qui sont resservies par l'intelligence artificielle aux professionnels de santé éventuellement, eh bien, ne sont plus des données issues de la recherche ou des pratiques françaises. Et je vois là-dedans à nouveau un risque pour notre façon de travailler et notre façon de soigner. Et c'est là qu'il serait particulièrement intéressant que les moteurs de recherche, peut-être, fassent preuve d'un petit peu plus de transparence, ou offrent la possibilité aux personnes qui les utilisent de préciser où ils veulent que l'information soit recherchée. Benjamin a prononcé le mot, la transparence qui est source de la confiance, hein, surtout dans les domaines aussi précis que tu rappelais, hein, avec effectivement une mauvaise information peut conduire à un mauvais diagnostic et une mauvaise clinique. Très important de rappeler qu'effectivement à la fois il y a une captation de valeur, mais il y a aussi une opportunité de faire vivre une édition francophone avec des chaînes de valeur qui soient plus petites, plus légères que celles des grands groupes. Un exemple parmi beaucoup, hein, de cette transformation économique plutôt positive aussi que peut jouer l'IA,
La mise en page semi-automatique, très rapide, avec des contrôles qui sont automatisés, est une opportunité très forte pour les métiers de l'édition. Tu le rappelais tout à l'heure, Benjamin, sur la mise en forme des bibliographies, par exemple. Autre enjeu qui a été d'une certaine façon résolu par l'intelligence artificielle, c'est l'accessibilité du publication. Vous savez peut-être que c'est aujourd'hui une obligation légale pour toute publication d'être accessible à des publics non et malvoyants. C'est une obligation dans la loi européenne depuis l'été 2025 et qu'aujourd'hui ce n'est possible complètement avec des textes alternatifs aux images que par le soutien de l'intelligence artificielle bien maîtrisée au service d'une intelligence humaine, mais dans des volumes, il faut bien voir, des dizaines de millions d'images transcrites, effectivement, qui dépassent la capacité d'acteurs qui ont une taille industrielle raisonnable et qui ne sont pas forcément des acteurs en capacité de dépenser des dizaines de millions d'euros pour ces évolutions malgré tout souhaitables. Donc on le voit, une ambivalence, un risque de captation et de concentration économique, et de prise de pouvoir de quelques-uns sur la totalité, mais aussi des opportunités peut-être de penser autrement les chaînes de valeur et de transformer un peu cette activité éditoriale. Oui, avec un risque que je n'ai pas, à mon sens, suffisamment évoqué, qui est celui de voir les éditeurs disparaître. L'intelligence artificielle, elle se nourrit des contenus qui ont été captés sur nos sites, sans contrepartie. Le data mining a été fait depuis des années par les sociétés qui éditent les logiciels d'intelligence artificielle sans autorisation et sans contrepartie par les éditeurs. Et elle propose aujourd'hui des solutions qui paraissent très séduisantes, qui sont les moteurs de recherche d'intelligence artificielle. Je pose une question et la réponse me vient soit gratuitement, soit moyennant un abonnement qui coûte très peu d'argent. Mais le processus éditorial tel que nous le maîtrisons et tel que nous le mettons en œuvre est un processus qui coûte de l'argent. Publier une revue académique et scientifique de qualité nécessite d'avoir des ressources qui sont soit la contrepartie d'un abonnement, soit la contrepartie de l'open access gold, diamant, peu importe, mais qui représente pour nous des besoins pour pouvoir faire notre métier. L'intelligence artificielle, depuis 2 ou 3 ans, a capté ces contenus et se propose de finalement détourner une partie de l'audience des éditeurs vers leur logiciel propriétaire. Avec un risque qui est important. Je ne vais pas vous faire un changement de paradigme supplémentaire, mais essayons de nous projeter dans 10 ans. Nous, éditeurs, et je ne parle pas seulement de la toute petite entreprise que représente JLE, mais Elsevier, Springer, tous vont voir leurs abonnements baisser, vont voir leurs ressources disparaître, ne vont plus être en capacité de publier des articles de qualité avec du peer reviewing, avec la conséquence pour l'intelligence artificielle qu'elle n'aura plus de corpus pour se nourrir et que l'intelligence artificielle ne sera plus en mesure de répondre aux questions qui continueront à lui être posées. Ce que j'essaye de vous dire, peut-être de manière imprécise ou maladroite, c'est que l'intelligence artificielle, dans la captation de la valeur à son seul profit aujourd'hui, est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Alors, en bonne partie c'est vrai, avec des effets de concentration auprès des acteurs dominants de la technologie, mais aussi de la médecine. Les grands acteurs très dominants qu'on évoquait, par exemple ici on a un outil de synthèse Elsevier, avec des risques de concentration encore accrus de ce secteur. On peut quand même signaler que c'est aussi l'opportunité de penser les choses autrement. Benjamin pointait le fait qu'il y a un problème de bibliodiversité, il y a un problème de régionalisme et de prise en compte d'une certaine diversité, même en santé. Et on y vient, je pense, de plus en plus avec des notions de soins et des notions qui sont très ancrées dans des contextes juridiques, politiques, sociaux, bien précis, économiques. Qu'aujourd'hui, ces outils qui savent parler le langage naturel, en l'occurrence, on parle de celui-ci qui est développé par Kern, donc je vous invite à faire le test si vous ne le connaissez pas. La façon dont il a de répondre à des questions que légitimement tout sachant, professionnel, étudiant, chercheur peut se poser, ce n'est pas de substituer et de faire la synthèse, c'est d'aller chercher dans la littérature de façon extrêmement efficace ce qu'en disent les auteurs. Mais ce que qu'en disent les auteurs à la virgule près. De ne pas vous synthétiser ce travail, de vous inviter à prendre la connaissance de ce travail de façon extrêmement facilitée, puisqu'on va vous chercher dans des millions d'articles les paragraphes et les éléments qui viennent répondre à cette question, en l'occurrence ici, le lien entre le haut potentiel intellectuel et la douleur chronique. C'est peut-être une vue de l'esprit, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des articles scientifiques qui en parlent?
Et si oui, avec quel point de vue? Et là, donner la parole à des auteurs et éventuellement d'autres qui ont d'autres points de vue ou qui ancrent, on va dire, un peu cette réalité un petit peu ailleurs. Donc ça, comment ça marche? C'est l'idée aussi que ce sont une nouvelle génération d'outils qui n'est pas proprement génératif, mais qui mobilise l'intelligence artificielle. On pose des questions, elles sont interprétées, elles sont transformées en mathématiques, en vecteurs, comme on dit aujourd'hui, et ce vecteur est rapproché de ces bases éditoriales de qualité. Kern travaille avec 500 éditeurs, dont a le plaisir de travailler avec JLE, bien sûr. Et ce qui est très important en santé, Benjamin rappelait à quel point c'est aujourd'hui l'acteur principal de langue française pour l'accès au corpus de santé, de transformer ces corpus en segments, en vecteurs, là aussi, pour associer et demander à l'intelligence artificielle non pas de synthétiser une réponse, au risque de trahir, de déformer, d'approximer, comme disait Benjamin, de louper des éléments, mais pour faire le tri, pour vous dire, écoutez, j'ai 8000 possibilités de réponse à votre question. Ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'il va essayer, en fonction de ce qu'il sait de vous, de votre question, de vous proposer les 3-4 qui répondent à cette question. Et il va faire bien plus, on va y revenir après. Il peut aussi vous permettre de se dire, là je parle vraiment à un auteur. Je suis sur quelqu'un qui travaille, en l'occurrence, je prends un exemple sur l'école, bon c'est un peu moins pertinent ici, mais je voudrais savoir ce qu'il dit de telle et telle chose. Il a publié des dizaines d'ouvrages, il a publié des centaines d'articles. C'est un peu compliqué, un peu fastidieux d'aller fouiller un peu tout ça. Par contre, je peux mobiliser cette personnalité, qui n'est pas une IA, qui est bien humain. Pour ceux qui connaissent François Dubet, qui est bien connu sur les questions de l'école, eh bien, effectivement, je voudrais savoir quand même ce qu'il pense de telle et telle chose et ce qu'il a écrit là-dessus. Cette IA peut me permettre de fouiller et d'explorer ce corpus de façon très rapide, très efficace et pour le coup très stimulante. Avec aussi, pour le coup, des effets où l'IA peut aller un petit peu plus loin quand je lui demande des tâches un peu rébarbatives en disant trouve-moi tous les articles qui peuvent exister là-dessus. Est-ce qu'il y a des auteurs qui travaillent là-dessus? Donne-moi les institutions qui publient le plus dans le domaine. Qu'est-ce qui est très lu aujourd'hui sur tel et tel sujet? Avec des questions qui exploitent non pas le contenu même des articles, mais ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire des contenus qui sont ailleurs, qui sont des éléments un peu paratextes et qui sont très intéressants pour hiérarchiser, comme disait Benjamin aussi, réétablir des niveaux de preuve par rapport à des discussions scientifiques qui sont en cours. Il ne suffit pas qu'un scientifique ait dit une chose un jour pour que d'un coup la vérité soit établie. On sait que ce processus de débat scientifique, il est progressif et il faut laisser cette progressivité se faire, au détriment sinon de dire très vite des bêtises, y compris avec des gens qui peuvent être sérieux, mais qui n'ont pas encore un niveau de preuve suffisant pour établir et aller vers des certitudes. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose auquel on ne va pas échapper. C'est l'évolution des mœurs liées au développement de l'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai fait mes études, pour découvrir une information, j'allais à la bibliothèque et je prenais l'index du livre qui faisait référence et ensuite je faisais ma recherche dans le bouquin et j'y passais du temps avec un avantage certain, c'était que je faisais vivre aussi ma culture générale professionnelle parce que quand on fait une recherche sur du papier, on ne s'arrête pas seulement à l'information qu'on recherche, on voit tout ce qu'il y a autour également. D'ailleurs, on constate dans l'édition médicale que les abonnements papier ne faiblissent pas malgré la possibilité de prendre un abonnement numérique ou un abonnement couplé. Les gens continuent à s'abonner au papier parce que je pense que ça répond à ce besoin-là et pas au besoin d'obtenir une réponse à une recherche très précise. Mais à l'époque où j'ai fait mes études, donc, on cherchait dans un index. Et puis il y a eu une évolution dans les mœurs d'accès à l'information. On a découvert le moteur de recherche. Google a été une révolution incroyable. On n'a plus besoin d'index, on n'a même plus vraiment besoin du livre. On met les mots-clés et ces mots-clés nous permettent d'accéder à un certain nombre de réponses ciblées. L'intelligence artificielle, elle offre ou elle impose une nouvelle évolution dans nos rapports au questionnement. On n'a même plus besoin de réfléchir à ce qu'on va chercher dans l'index il y a 40 ans ou aux mots-clés dont on va avoir besoin de se servir dans le moteur de recherche. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, lorsqu'on est à la recherche d'une information, eh bien, elle permet d'utiliser le langage naturel. J'ai besoin de... Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les... Voilà les phrases qu'on utilise aujourd'hui. Et ce qui est choquant pour un scientifique ou pour un académique, c'est que l'intelligence artificielle mâche la réponse. Finalement, elle prend la place du cerveau du chercheur, du scientifique, du médecin, en lui disant, ben voilà, tu as posé une question, moi je te donne une réponse. Mon boulot à moi, c'est de te donner du plaisir.
je vais te donner la réponse. Et si je n'ai pas la réponse, je vais t'en donner une quand même, parce que sinon tu ne vas pas être content. Et ça, c'est pas la réponse, je pense, qu'attendent des scientifiques, des médecins, des académiques. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir parler en langage courant et que la machine leur donne les sources qui leur permettront de se faire eux-mêmes la réponse ou de se faire eux-mêmes leur opinion. Et un outil comme Sophia, qui finalement est à la croisée des deux mondes. C'est un moteur de recherche intelligent, youpi. C'est pas l'intelligence artificielle qui nous mâche le travail, c'est pas... Donc, dans un domaine professionnel, c'est, je pense, assez pertinent. On continuera tous à utiliser l'intelligence artificielle générative pour inventer une recette avec ce qu'on a dans notre frigo. Mais lorsqu'on est sur des sujets aussi précis, aussi importants que le sont la science et la médecine, je pense que c'est important de pouvoir embrasser cette évolution des mœurs de consultation de l'information, mais d'offrir une réponse qui ne soit pas du gloubi-boulga. Les plus jeunes d'entre vous ne comprendront pas la référence, mais moi je l'ai. On a plus ou moins la ref. Et donc, dans le domaine de l'édition, malgré les réticences que je peux avoir sur l'intelligence artificielle et sur tous les dangers qu'elle représente, de mon point de vue d'éditeur, l'intelligence artificielle est un outil formidable d'aide. L'humain doit rester au centre de la découverte du savoir, de la transmission du savoir, de la vérification du savoir, de la transmission du savoir. Mais l'intelligence artificielle est une aide à cela. Et dans la partie, et pardon Thomas si je te pique ton script, mais je suis lancé, dans la partie accessibilité, l'intelligence artificielle, elle doit répondre à cette nouvelle mode, à cette nouvelle façon d'interroger le corpus, mais ne pas faire autre chose que d'offrir au lecteur les outils dont il a besoin pour nourrir sa propre intelligence, la seule qui en soit une. Voilà, donc on veut une IA qui soit un peu coach sportif et qui ne fasse pas le sport à notre place, sinon on va rapidement tous devenir un peu obèses ou infobèses, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Mais ça existe aussi, et c'est quelque chose, comme je suis un peu ici l'avocat, vous avez compris, de certaines formes d'intelligence artificielle. C'est aussi un outil d'analyse, c'est aussi un outil qui nous aide à la lecture. La lecture est un acte qui n'est pas simple, et on savait que ce soit en papier, en numérique, l'acquisition de connaissances, c'est un acte qui prend du temps, qui est itératif, qui peut demander de l'assistance, et sur lequel on a tous des niveaux de compréhension qui peuvent être variables par rapport à des sujets qui sont complexes. Il ne faut pas nier cette complexité, et en même temps c'est bien de pouvoir être accompagné un petit peu dans sa découverte progressive et son analyse. De plus en plus, ces assistants de lecture, ils ne sont pas que là pour mâcher le travail, ils sont là aussi pour reposer des questions. On est ici plutôt chez Elsevier, on pourrait se dire, bon allez, prenez-nous des exemples plutôt côté Kern, mais ça va venir. Mais effectivement, qui nous permettent aussi de prendre de la hauteur. L'expérience que vous voyez ici, c'est intéressant de la comparer sur le même sujet à pas mal d'autres expérimentations qui ont été faites. Rapidement, je vous mets dans une comparaison. Vous êtes en train de lire un texte édité par un auteur, c'est très bien. Mais il y en a eu beaucoup sur le sujet. Rapidement, c'est important que vous puissiez situer ce que vous êtes en train de lire par rapport à d'autres choses. Et effectivement, nous, on croit beaucoup à cette IA qui pose des questions, au-delà d'y répondre, et de vous dire, très bonne recherche, Benjamin, toute cette réflexion sur la nature des soins palliatifs, c'est super, sur la fin de vie. Est-ce que vous êtes posé cette question-là ? Est-ce que vous avez pris un peu la mesure de tout ce qui est défi éthique autour de la gestion de la douleur, en parallèle des demandes d'euthanasie ? C'est quoi la dimension psychologique et émotionnelle de la douleur? Comment elle influence l'euthanasie, et ainsi de suite. Si l'intelligence propose ces questions, c'est qu'elle sait qu'elle a des réponses. Un peu comme quelqu'un qui effectivement vous dit des réponses pas toutes faites, encore une fois, mais des gens qui travaillent sur le sujet et qui ont peut-être des éclairages que vous n'avez pas demandé, qui n'étaient pas exactement votre angle d'approche, mais qui sont quelque chose qui, sur le même sujet, vous permettrait peut-être d'aller un peu plus loin. Donc ça, effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas refuser et ne pas être simplement dans une logique de passivité et de contrôle absolu. Après, Benjamin a raison de nous pousser à ne pas perdre non plus complètement le contrôle par des réponses qui sont complètement faites. On le sait, mais il va falloir s'équiper et maintenir des écosystèmes qui vont permettre de le faire. Encore cette semaine, Google nous annonçait que, comme disait Benjamin, c'est pas tellement un choix qu'on nous propose, c'est plutôt effectivement une technologie qui va s'imposer de fait dans les mœurs à partir du moment où un moteur de recherche dominant devient un moteur de réponse et ne souhaite plus finalement renvoyer vers des sites web qui ne sont pas ceux qui l'opèrent directement. Donc peut-être on s'approche de notre conclusion, Benjamin. Et puis je crois qu'on est dans les temps. Et du temps imparti, on est d'accord, et de la fin du temps imparti. Très bien.
J'ai pas grand chose à ajouter. L'éditeur, il y a encore quelques dizaines d'années, était finalement la courroie de transmission entre des sociétés savantes, des auteurs scientifiques et un public professionnel ou scientifique à la recherche de la bonne information. Aujourd'hui, l'éditeur, il n'est plus cette courroie de transmission, ou il n'est plus seulement cette courroie de transmission, il est le tiers de confiance. Il est celui qui certifie parce qu'il a une éthique, parce qu'il impose un certain nombre de règles aux auteurs, aux relecteurs, aux revues qu'il édite. Il est celui qui va certifier que l'information est une information de qualité, sérieuse et sur laquelle on peut se reposer. Une fois qu'on a fait ça, l'intelligence artificielle est devenue un nouvel outil et je pense que l'avenir de la transmission de l'information avec l'IA, avec les auteurs et les éditeurs, elle est possible à condition que les éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle ne considèrent pas que les contenus sont une donnée gratuite dont ils peuvent se servir sans contrepartie, mais qu'ils intègrent les éditeurs dans leur processus. À partir du moment où les éditeurs et les éditeurs d'intelligence artificielle se parlent, se répartissent la valeur pour que chacun puisse survivre, et réfléchissent ensemble à la façon dont l'information doit être présentée pour qu'elle reste de qualité, alors nous n'avons pas de crainte à avoir. Je pense qu'on est dans une période de transition. L'intelligence artificielle, ça fait 2 ans, ça fait déjà 2 ans, 3 ans peut-être, mais c'est encore assez neuf. La loi ne s'est pas encore adaptée, que ce soit au niveau européen ou même français. Des discussions sont en cours pour que ce partage de la valeur existe. Je pense qu'il faudra aussi que intelligemment, avec des acteurs comme Kern, mais pourquoi pas avec Mistral ou avec des acteurs américains, un espace de dialogue existe pour qu'il soit bien compris que, évidemment, on défend un petit peu notre précaré, mais on défend aussi la qualité de l'information qui est transmise, et donc on défend à la fois les auteurs et les lecteurs pour que cette révolution que représente l'intelligence artificielle nous fasse grandir un peu plus. Et vous aurez compris un peu pour ma petite part de la conclusion qu'on essaie de ne pas être simplement spectateur, incantatoire, analyste, tout ce qu'on veut, mais aussi opérateur, c'est-à-dire de pratiquer nous-mêmes dans une logique un peu de philosophie technique qui est que c'est la pratique de la technique elle-même qui permet d'en avoir une critique, un éclairage un peu fondé et un peu utile finalement. Et donc aussi que les éditeurs, à travers des collectifs comme ceux auxquels on participe avec Benjamin, soient aussi des acteurs de l'intelligence artificielle au milieu bien sûr des géants pour pouvoir s'approprier ces questions, faire des propositions originales qui valorisent aussi cette parole humaine et qu'il va falloir défendre. Au-delà d'une logique un peu de biodiversité avec une sorte de réserve naturelle d'auteurs humains, aujourd'hui on pense que c'est une valeur qui est très forte pour des raisons spéculatives, de communication, de grands moments technologiques, de technosolutionnistes. Il y a plein de raisons qui poussent à un discours très englobant, un peu bonne partie catastrophiste et un peu généraliste. On pense que c'est intéressant de pouvoir pousser cette voie, qui est une voie qui valorise les paroles humaines au profit de l'intelligence humaine, pour pouvoir être des acteurs qui demain prendront une certaine place, on l'espère, dans le paysage, auprès notamment des professionnels de santé qui vont les réclamer. Et vous allez dire, mais on est tous d'accord, il y a un consensus, on veut tous de la qualité. Encore faut-il arriver à la défendre, ce qui est aussi un enjeu de nature économique, pour pouvoir exister au milieu d'acteurs qui aujourd'hui font tout pour créer un vide autour d'eux, ce à quoi on essaie de résister à travers nos structures, mais aussi les associations et globalement l'écosystème. Donc c'est un débat qui est amené à être poursuivi, et on espère en tout cas que vous-même, ça vous a plutôt intéressé, et qu'à votre niveau, bien sûr, c'est des sujets qui peuvent être poursuivis, puisque évidemment, rien de tout cela ne peut advenir sans un dialogue institutionnel entre des professions, entre toute une chaîne de valeurs, qu'elles soient économiques ou intellectuelles, finalement. Donc merci beaucoup. Merci. Il nous reste 5 minutes, je crois, si vous avez des questions. Peut-être. Alors, je vais passer mon micro, parce qu'on va partager la parole.
Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Votre outil, Sophia, quand vous l'avez créé, c'était avec quelle idée économique? Est-ce que c'est juste quelque chose qui est à la disposition, qui peut s'en servir? Et comment vous rentabilisez cette production? Tout à fait. Alors le modèle de Sophia, il est à la fois très nouveau dans l'intelligence artificielle et très ancien. C'est celui de la vente de contenu, fondamentalement. Ceux qui ont accès aujourd'hui à Sophia sur Kernafo, qui est un outil donc embarqué sur la plateforme Kernafo, et pour l'utiliser et le voir aujourd'hui, il faut que vous soyez soit membre d'une institution, hôpital, université, abonné. Donc c'est un outil qu'on ne vend pas en plus du contenu, mais en même temps qu'on ne peut pas utiliser si on n'a pas accès au contenu. Il est imbriqué intrinsèquement avec le contenu des publications qu'on diffuse. Donc ça aujourd'hui à titre personnel, vous pouvez dire, bon à 18 € par mois plutôt que prendre Claude, ou je peux prendre Sophia, mais ce qui me fait prendre le contenu qui va avec. Et au passage, si je puis dire, c'est aussi un modèle de rémunération. L'idée n'est pas que de fonder le modèle de l'intelligence artificielle, comme disait Benjamin, il est celui de fonder, de financer le modèle des producteurs de contenu de qualité, les éditeurs. Donc le modèle Sophia est un modèle très redistributif. Quand vous prenez un abonnement à 15 € par mois pour Claude, ça paye les serveurs de Claude, ça paye les équipes de Claude. Bon, les données qui ont été prises plus ou moins légalement, globalement aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'euros qui va de ce côté-là. Quand on s'abonne à Sophia, c'est comme quand on s'abonnait à Kern pour un service de visualisation, d'accès, téléchargement, de veille. Bon, là c'est un service d'intelligence artificielle qui est redistributif par rapport à l'écosystème sur lequel il est branché finalement. Je confirme. Les contenus qui sont sur Kern, médical, sciences humaines et sociales, sont des contenus des éditeurs que Kern agrège et une très grande partie des abonnements qui sont pris par les institutions à Kern sont redistribués par Kern aux producteurs de contenu, c'est-à-dire aux éditeurs, qui eux-mêmes rémunèrent les auteurs. N'oublions pas ça. On a aussi en tête, parce qu'il y a le modèle économique des éditeurs, on a aussi en tête les difficultés budgétaires extrêmement fortes des établissements, notamment publics en ce moment. Le choix fort qu'on fait, c'est celui que Sophia soit proposé à tous les abonnés qui sont en place, sans surcoût. Sans que la PHP, l'Université Paris-Cité, l'Université de Montréal, de Dakar, bref, aient besoin de rajouter à des abonnements qui sont déjà en place. Donc c'est un modèle qui va venir irriguer des abonnements déjà en place. Pourquoi c'est important ? C'est important aussi parce que ça nous pousse à être sobres dans nos coûts et dans l'autolimitation. On a des projets aujourd'hui maximalistes. Il y a des milliards, voire Mistral nous parlait cette semaine de trilliards qui devaient être consacrés à l'intelligence artificielle. 10% de la masse salariale européenne, on croit rêver. Bref, effectivement, il y a une valeur sociétale, économique qui est captée, sur lequel il faut montrer aussi que l'IA peut être sobre, peut être mobilisée sans construire des centrales nucléaires, peut être mobilisée sans qu'on ait besoin de diminuer l'électricité de villes entières. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et donc ça, c'est aussi la démonstration d'un modèle qui peut être plus léger, économiquement, technologiquement, écologiquement. Bon là, je crois qu'on arrive vraiment à la fin. Merci beaucoup, en tout cas, et n'hésitez pas à aller tester un peu tout ça et à nous faire part de vos retours. Merci beaucoup.